Chers amis auditeurs, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur les ondes de Radio Lorraine Enragée. Et aujourd'hui, une chronique qui sera la première d'une longue série, en tout cas je l'espère. L'Instant BD avec mon ami Olivier Troclet. Salut Olivier. Salut. Alors Olivier, je te reçois à nos micros parce que tu es un spécialiste de la chose, étant donné que tu es un dessinateur, un illustrateur, donc ça sera ta chronique, l'Instant BD, où tu vas nous parler de dessinateurs, tu vas nous parler de séries, de bandes dessinées qui t'ont marqué, qui méritent qu'on s'y intéresse, en tout cas qu'on s'y arrête. À la fois des séries peut-être assez connues, des personnages assez connus, mais aussi des choses un petit peu moins connues. C'est le cas de ce premier sujet pour cette première chronique en ta compagnie, puisqu'il s'agit d'un auteur que je ne connais pas, donc tu vas m'éclairer aussi bien moi que nos auditeurs. Il s'agit de Franck Le Gall et de sa série Théodore Poussin. C'est ça, merci à toi FX pour l'invitation. Donc on va effectivement parler de la série Théodore Poussin, qui est une série de bande dessinée en 13 tomes, qui est écrite par Franck Le Gall. Alors, on va commencer par quelques petits repères bibliographiques et biographiques. Donc, Franck Le Gall, c'est un auteur de bande dessinée français qui est né en 1959 à Rouen, qui vit aujourd'hui à Quimperlé, et dont, comme son nom l'indique, qui est plutôt d'ascendance plutôt de l'ouest de la France. Ce qui m'amène à une petite anecdote sur le fait que beaucoup de gens, étant donné qu'il est publié chez Dupuis, pensent que c'est un auteur belge. Alors qu'en réalité, le mec le rappelle lui-même. Je m'appelle Franck Le Gall, François le Gaulois, littéralement, et je vis dans l'ouest de la France. Donc il vient pas de Bruxelles, quoi. Voilà, c'est un auteur bien de chez nous, de la côte atlantique, qui, en plus de ça, comme on va le voir, est plutôt bien enraciné dans sa pratique d'auteur de BD. Mais là, je spoil un petit peu, on va y revenir. Donc la série qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Théodore Poussin, qui est une série de bandes dessinées qu'il a commencé à publier dans le magazine Spirou en 1984 et qui se poursuit encore aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai découvert en préparant cette chronique qu'il y avait un 13e tome qui était sorti très récemment en 2018, parce que pour moi, elle était terminée. Elle est dans ma bibliothèque, c'est un truc que j'ai découvert quand j'étais jeune, que j'ai suivi tout au long de sa publication, et qui pour moi s'était arrêté avec le tome 12 en 2005. Et j'ai découvert, du coup, grâce à toi, non seulement qu'un 13e tome était sorti en 2018, mais qu'en plus un 14e est en préparation. Donc t'es fin heureux. Ah là, ça m'a fait ma journée. Comme quoi, se documenter sur les auteurs qu'on aime bien, ça a du bon. Donc, pour revenir un petit peu en détail, Franck Le Gall, on va poser un petit peu la jeunesse. Franck Le Gall, c'est quelqu'un qui démarre très jeune dans le métier. C'est-à-dire qu'il a 16 ans quand il arrive dans le magazine Pistil, donc en 1977. Pour lequel il va dessiner plusieurs séries de 1977 à 1978-19. Ensuite de ça, il entre au magazine Spirou en 1981. Donc je précise peut-être pour les auditeurs les plus jeunes qui ne le savent pas, là on ne parle pas de la série d'albums Spirou, on parle du magazine. De la même façon qu'il y a eu Tintin la bande dessinée et Tintin le magazine, ou qu'il y a actuellement l'Enfeust la bande dessinée et l'Enfeust Mag. Donc le principe étant évidemment une tête de pont qui est en l'occurrence Spirou, mais aussi d'autres séries publiées soit sous la forme d'histoire complète, soit sous la forme d'histoire à suivre, soit ce qui va commencer à se faire à partir des années 80 et qui est la norme aujourd'hui, des pré-publications d'albums. C'est-à-dire on va vous mettre les premières planches et puis c'est du produit d'appel en quelque sorte. On divulgage un petit peu. Voilà, on met le premier chapitre et pour la suite, faut acheter l'album. C'est donc de cette façon que Théodore Poussin va démarrer, donc à la base dans les planches du magazine Spirou à partir de 1984, et un premier album qui sort en 1987 qui s'appelle Capitaine Sten. Capitaine Sten, donc qui raconte l'histoire de Théodore Poussin, qui vit à Dunkerque en 1927, qui est un petit employé de bureau dans une compagnie de chantier naval, et qui rêve de partir à l'aventure.
Et il se trouve que son directeur va lui donner l'occasion d'embarquer sur un des bateaux de la compagnie pour laquelle il travaille, à destination de Saigon, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, enfin en tout cas de la région de l'Indochine. De l'Indochine, voilà, pas de Saigon. Donc à destination de l'Indochine en 1927. Donc il faut imaginer un petit peu l'ambiance très Hugo Pratt, très Corto Maltese, un peu Tintin aussi sur les bords de aventure exotique au début du XXe siècle. Et c'est très Lotus Bleu, quoi. Voilà, on est un petit peu dans ce genre d'esprit d'aventure. À ceci près d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, que on est vraiment là sur de l'exotisme de carte postale. C'est-à-dire que la Chine et l'Indochine et Singapour tels que représentés dans la série, certes l'auteur s'est documenté, alors c'était à 84, il n'y avait pas internet, donc il allait à la bibliothèque emprunter des livres, il a regardé des films de John Ford qui se passaient à cette époque-là, mais comme il le dit lui-même, le fait de choisir l'Asie des années 20, c'était plus pour pouvoir mentir à mon aise qu'autre chose. Je ne cherche pas à être véridique, je cherche seulement à être crédible. Ouais. Je ne suis pas sur le plan de la documentation, je suis un bricoleur, j'ai aussi cette attitude très empirique vis-à-vis du dessin qui consiste à me fier à mes impressions. Parce qu'effectivement, on n'a pas encore parlé du dessin à ce stade, mais pour le coup, on n'est pas dans l'école franco-belge très ligne claire, et on n'est pas non plus sur le côté très lâché, très aquarelle de Hugo Pratt, de Corto Maltese. On est sur une espèce d'entre-deux, où en fait, on a un auteur qui, au moment où il publie, a déjà plusieurs années de métier derrière lui, donc est formé, mais qui, il n'a pas fait d'école, il est entièrement autodidacte, et ça se sent. Le personnage évolue, même change de visage dans les premières planches. Et entre le début et la fin du premier album, on n'est déjà plus exactement sur le même style, ça s'est affiné, et ça continuera à s'affiner tout au long de la série. Vous mettez en parallèle, parce que comme il y a des personnages récurrents, vous mettez en parallèle leur évolution, vous allez voir que le trait a évolué, les personnages ont évolué, ce qui est aussi dans la logique d'un récit d'aventure, c'est-à-dire que le héros lui-même, il a changé. Au début de l'histoire, c'est un petit employé de bureau, un peu falot, avec un petit col, une cravate. Là, dans le tome 13 que j'ai découvert, il a la barbasse, il a les pectoraux, enfin on sent qu'il a baroudé. Donc voilà, il y a cette logique où le personnage évolue en même temps que l'auteur mûrit son approche. Et Le Gall, c'est un dessinateur qui évolue aussi, puisque c'est l'époque, fin des années 70, années 80 et tout. Il évolue aussi dans tout cet univers métal hurlant, etc. Ce qui se passe en France, ou c'est un petit peu à part? Ah, lui, c'est à part. Lui, il est vraiment de l'école Spirou. Okay. Donc, Théodore Poussin est publié chez Dupuis, donc dans la collection Repérage, qui est c'est une collection à part chez Dupuis, parce que Dupuis, c'est essentiellement de la bande dessinée pour les jeunes. Donc c'est évidemment, là j'ai plus aucun titre qui me vient en tête, mais c'est essentiellement c'est de la BD pour les enfants. Et Repérage, c'est la collection adulte entre guillemets. D'accord. C'est la collection qui a publié Blueberry, Largo Winch, ou plus récemment Soda, ce genre de choses, qui s'adresse à un public plus mature. Et donc assez naturellement, Théodore Poussin avait sa place dans ce genre de collection. Okay. Puisqu'on est vraiment là pour le coup ça aborde des thématiques assez adultes. Ça reste très gentillet entre guillemets dans le dessin. C'est-à-dire, le personnage a une bonne tête rondouillarde. Il y a pas de trucs spécifiquement adultes comme peut l'être Hugo Pratt par exemple. On est sur un entre-deux. C'est-à-dire que ça aborde des thématiques assez dures, mais ça reste quand même lisible par le grand public. Je veux dire, si vous pouvez faire lire ça à vos enfants, il n'y a pas de problème. Il n'y a rien de choquant dedans, quoi. Okay. Alors Théodore Poussin, en quoi c'est un personnage intéressant à suivre, et c'est quoi un petit peu son histoire, son épopée? Alors l'épopée de Théodore Poussin, à la base, elle est autobiographique, si je puis dire. C'est-à-dire que le personnage est inspiré de Théodore Lecoq, qui était le grand-père de Franck Le Gall, qui donc était, à l'époque, dans les années 20, effectivement, employé de bureau dans une compagnie maritime, et qui a effectivement fait le voyage vers l'Indo, qui est décrit dans le premier cycle, puisque donc la série actuellement se répartit en 6 premiers tomes qui forment un cycle entier, donc à la recherche du Capitaine Sten étant le titre du premier album. Et les 6 premiers albums vont consister à la quête de Théodore Poussin, le héros, pour retrouver le Capitaine Sten, qui est
lié à lui. Je veux pas en dire trop, vous le découvrirez dans la bande dessinée, mais c'est un peu le capitaine mythique dont tout le monde pense qu'il est mort, mais qui en fait ne l'est peut-être pas, a peut-être un lien avec la famille de Théodore Poussin. Tout ça, je ne vous en dis pas plus, vous le découvrirez dans la bande dessinée. Et donc, à la base, Franck Le Gall s'inspire donc du journal de son grand-père, au point d'ailleurs même que les 7 premières planches du premier tome sont littéralement reprises du journal de son grand-père. C'est-à-dire que les cartons, les cartons de description, à Dunkerque en 1927, je découvrais, j'effectuais mon premier voyage pour le compte de la compagnie maritime de Dunkerque, etc. Il a littéralement repris le carnet. En fait, son grand-père est co-auteur d'une certaine façon du premier tome. C'est-à-dire que ces textes se retrouvent à l'identique dans l'album. Okay. Bon, après, il prend ses libertés. C'est-à-dire que ça va l'emmener beaucoup plus loin que le voyage qu'a fait son grand-père, ce qui prolonge, il rajoute des personnages, il rajoute de l'épaisseur, de la densité. Au point d'ailleurs, pour l'anecdote, que le grand-père de Franck Le Gall, quand il était encore de ce monde, lisait les albums et après appelait l'auteur au téléphone, son petit-fils, pour lui dire écoute, mais non, mais ce qui va pas, quoi. Voilà, c'est ce que tu décris là, je l'ai pas vécu, c'est pas arrivé. Il en était limite à dire il faudrait faire un communiqué dans le journal de Spirou pour dire que non, cette histoire n'est pas arrivée à Monsieur Théodore Lecoq. Donc tu l'as dit, c'est un aventurier. Donc pour les amoureux des récits d'aventure, bon, on a parlé du Gros Prat, mais il y en a d'autres. On pourrait penser, est-ce que peut-être au niveau du dessin, parce que bon, la BD, il est évident que l'histoire a son importance, mais le dessin tout autant, si ce n'est plus. Est-ce que au niveau du dessin, parce que comme je l'ai dit en introduction, moi je ne connais pas du tout cette série, c'est à rapprocher de quoi, un peu de, je sais pas, dans le genre marin, Long John Silver ou les trucs comme ça, ou peut-être un dessin plus simple? Alors c'est là toute la difficulté de la chose, c'est que Franck Le Gall a vraiment son style à lui, ouais, qui est très difficilement comparable. Si je devais le décrire, puisqu'on est à la radio, je dirais que ça ressemble un peu à Tintin, c'est-à-dire que le personnage a une tête ronde, assez schématique, assez simplifiée, le trait est très lâché, mais c'est... Comment dire, il y a un côté carnet de voyage en fait, croquis sur le vif. On a l'impression, quand bien même j'ai dit que l'auteur est un énorme casanier qui n'a jamais bougé de chez lui, on a quand même cette impression, en voyant les planches, d'un truc dessiné sur le pont d'un bateau à l'arrache. C'est un style qui tranche beaucoup aussi à ce qui se faisait à l'époque, l'école des Gottlieb, l'école des Hergé aussi, de Moebius, de Druyet, qui avait un trait beaucoup plus travaillé. Franck Le Gall, lui, a toujours eu cette approche très libre du dessin, et il a d'ailleurs changé assez régulièrement de style, c'est-à-dire qu'il garde un style constant sur Théodore Poussin, mais sur les autres séries qu'il a pu faire à côté, il a un style graphique totalement différent. Je pense par exemple à Valérie Bompin, ou à d'autres séries comme Pouce de plein vent, ou à Yo-Yo par exemple, qui, si on ne sait pas que c'est de lui, on ne peut pas se dire « Ah bah tiens, c'est l'auteur de Théodore Poussin qui a fait ça ». Non, il a vraiment une approche très iconoclaste. Il a ce côté autodidacte qui va partir sur tel style en fonction de ce qu'il a besoin de représenter. Et pour Théodore Poussin, oui, on est vraiment, comme je dis, sur cet aspect carnet de voyage, croquis sur le vif, très, très lâché. C'est-à-dire même les cases en fait ne sont pas faites à la règle, il les fait à main levée et ça se voit. Le trait n'est pas toujours très droit, c'est un peu cracra, il y a un petit côté un peu pas fini mais qui participe de... Côté punk, on pourrait dire ça comme ça. Ces propos n'engagent que vous, mon cher FX, mais pourquoi pas, on peut y voir ça. D'accord. Oh, je disais ça par rapport à l'époque, étant donné que bon, c'est un auteur des années 70. Bon, je suppose qu'il y a ce côté un petit peu sloppy, comme il dirait les ricains. C'est-à-dire voilà, ce côté un peu, on fait les choses à la main. Donc si on repasse et qu'on crayonne encore un petit peu plus sur la ligne, bon, c'est pas trop grave, quoi. C'est plus un auteur des années 80. D'accord, c'est plus années 80. Voilà, il a commencé en 77, mais sa carrière a vraiment explosé au début des années 80, même milieu des années 80. Okay. Comme je disais, c'est 84 la première publication de Théodore Poussin. Ce qui me permet d'ailleurs d'aborder un point, et c'est aussi pour ça que je voulais parler de cet auteur, c'est qu'il fait partie de cette génération un petit peu oubliée d'auteurs de bande dessinée des années 80-90, qui sont un peu retrouvés coincés, si tu veux, entre les grands anciens que sont Moebius, Druyet, enfin toute la génération pilote, Métal Hurlant, comme tu le mentionnais tout à l'heure, et la génération actuelle, avec l'explosion de maisons d'édition au début des années 2000, comme Delcourt Soleil, qui a amené des titres comme L'Enfeuste, comme tout ce qui cartonne aujourd'hui en bande dessinée, plus l'apport d'Internet,
au début des années 2000, avec des auteurs comme Boulet ou Maliki, qui aujourd'hui sont des auteurs de BD incontournables. Mais entre les deux, voilà, il y a eu cette génération dans les milieu des années 80 jusqu'à la fin des années 90, d'auteurs un petit peu passés à la trappe de l'histoire. Bon, Théodore Poussin en fait partie, enfin, en série, il y a, je pense à d'autres séries comme, évidemment là, son nom ne me revient pas, mais je l'avais sur le bout de la langue. Ça reviendra. Oui, voilà. Donc il y a eu toute une génération dont finalement on ne se souvient pas beaucoup. Le seul de cette génération qui a un petit peu surnagé, c'est Lewis Trondheim, qui est donc contemporain de Franck Le Gall, avec qui d'ailleurs ils ont travaillé. Franck Le Gall a scénarisé un épisode de Lapino, pour ceux qui connaissent la série de Trondheim. Mais voilà, même Trondheim, en fait, lui, s'en est sorti aussi parce que très tôt, il a fait des collaborations avec des jeunes auteurs. Je parlais de Boulet, par exemple, donc qui a, je crois, 20 ans de moins que lui. Ils ont travaillé ensemble très tôt. Et lui, il a surpéré cette nouvelle vague d'auteurs venus d'Internet et très vite, il leur a proposé des collabs. Et ça lui a permis d'échapper à ce relatif anonymat. C'est la génération X des dessinateurs, si tu veux, un peu pris entre deux énormes tendances, qui n'ont pas vraiment eu le temps de se faire leur place, mais quand même suffisamment pour développer une œuvre, un style et quelque chose qui ne ressemble ni à ce qui s'est fait avant, ni à ce qui se fera ensuite. C'est comme Franck Le Gall l'expliquait, hein, lui, quand il est arrivé au journal de Spirou, à l'époque, c'était des gens comme Raoul Cauvin, donc toute la génération de dessinateurs qui avaient déjà plusieurs années de pratique derrière eux, mais qui arrivent aux manettes. Tu vois, les Goscinny, Sampé, voilà, ça y est, ils étaient arrivés à des postes de directeur de collection, de rédac-chef. Ils avaient les manettes et ils n'avaient pas l'intention de les lâcher. Ils les ont effectivement pas lâchés et arrivé ensuite la nouvelle génération d'auteurs avec les blogs BD. Entre-temps, en plus de ça, ils se sont pris, au milieu des années 90, l'arrivée des mangas et des comics qui ont vraiment explosé en France à ce moment-là. Ça existait déjà un petit peu avant, mais de manière anecdotique, sur le mode du marché de niche. Mais c'est vraiment à partir de 95, vraiment, je dirais que Semic a commencé à publier, à élargir un petit peu son champ et à sortir de simplement le magazine Strange. Et c'est aussi à la même époque que Delcourt a commencé à publier en français les premiers mangas, Sailor Moon, Dragon Ball, Gun. Donc voilà, imagine, toi, t'es un auteur de BD à ce moment-là, français, belge, tu te prends ça dans la tronche. T'as plus ta place. Voilà, c'est très très compliqué de se faire son trou, quoi. Mais malgré ça, est-ce qu'il a quand même fait des petits, entre guillemets? Est-ce qu'il a influencé parce que Le Gall, je sais pas, a formé des jeunes dessinateurs qui aujourd'hui sont dans la partie? Pour ce que j'en sais, je ne pense pas. C'est un type il a toujours été en marge, lui. C'est aussi ce que j'apprécie chez Franck Le Gall, c'est ce côté un peu ermite qui fait son truc dans son coin, qui évolue dans son coin. C'est pour ça que j'ai du mal à le comparer à d'autres auteurs. Ouais. C'est qu'il a vraiment ce truc de, comme je dis, c'est un ours en fait. C'est le type, il est à Quimperlé, dans sa maison. Il fait ses bandes dessinées, donc comme je disais, Théodore Poussin, ça a commencé en 1987, c'est toujours en cours. Ça fait 35 ans quand même que la série est... C'est son bébé, quoi, c'est vraiment... Voilà. Okay. Et si on met de côté, on va dire, le petit hiatus qu'il y a eu autour des années 2000, donc à l'époque des albums 11 et 12, les albums 1 à 10, on est sur de la parution, il en sort un quasiment tous les ans, tous les 2 ans. Quoi. Okay. Entre 87 et 97, c'est un nouveau Théodore Poussin qui sort avec une régularité métronomique. Après, il est parti sur d'autres collaborations, sur d'autres expériences, mais comme je dis, toujours avec soit des auteurs de sa génération, soit des anciens. Il a aussi ce truc, je pense, d'avoir commencé très jeune, et du coup d'avoir été le plus jeune de la bande. Comme je dis, il a commencé avec Raoul Cauvin. Cauvin, à l'époque, était déjà quadragénaire, il était rédac-chef de Spirou. Non, peut-être pas rédac-chef, vous me corrigerez en commentaire, mais le gars était déjà bien implanté et a continué à faire carrière ensuite. Et lui, c'est vraiment inscrit dans ce milieu-là. Donc il a toujours eu ce côté anachronique. C'est-à-dire Théodore Poussin est volontairement très vieillot, mais d'un auteur déjà qui est toujours vivant, ce qui est quand même rare, parce que la génération à laquelle il appartient, la plupart sont décédés. D'ailleurs, il en rigole un petit peu en interview quand on lui fait parler de ses débuts ou de ses collaborations. À chaque fois, il précise oui, j'ai travaillé avec Dodier, avec Yann, Yann Lepentier. Et à chaque fois, il précise ils sont décédés aujourd'hui. Le dernier des Mohicans de cette époque-là. Quoi. C'est ça, mais parce qu'il était à l'époque le petit jeune de la bande. D'accord. Alors, on arrive vers la fin, Olivier, parce qu'on ne peut pas trop en dire, mais
Qu'est-ce qui toi, parce que c'est ton sujet, qu'est-ce qui toi t'a fait aimer cette série, et si je te pose la question en une phrase, pourquoi tu recommanderais cette série aux auditeurs? En quoi c'est une série qui t'a passionné, que t'as aimé, qui mérite vraiment qu'on s'y arrête? Bah, je vais te faire une réponse bateau et une réponse plus personnelle. Pour un aventurier, c'est bien. Voilà. Voilà. La réponse bateau, c'est que c'est une très bonne série qui, selon moi, n'est pas assez connue. Donc, si tu m'offres une tribune pour en parler, évidemment, je vais dire oui. Et la raison un peu plus personnelle, c'est que je pense, comme beaucoup de jeunes garçons qui découvrent la bande dessinée quand ils sont jeunes, c'est-à-dire une fois que tu sors des grands classiques, une fois que tu as lu les Tintins, les Astérix, et que si tu commences à développer un goût personnel pour la bande dessinée, que tu commences à farfouiller un petit peu, moi cette série elle a fonctionné comme une révélation parce que je me suis tout de suite identifié au héros. Tu vois, le petit personnage qui a l'air de rien, qui vit dans sa petite ville, qui rêve de voyage et qui d'un coup part à l'aventure pour de vrai. Moi ça m'a parlé, et j'imagine comme beaucoup de jeunes garçons qui ont 10, 11, 12 ans, qui rêvent d'aventure et qui tombent sur ce genre de récits à la fois dépaysants, mais en même temps très ancrés dans le réel. C'est-à-dire que c'est pas non plus un monde totalement imaginaire qu'on ne visitera jamais. Si tu veux, ce qui est raconté dans cette histoire, ça pourrait arriver. Les lieux qui y sont décrits existent réellement. Une partie des personnages sont historiques. Comme j'ai dit, une partie est un peu autobiographique pour l'auteur, et il y a aussi des figures historiques. Ça fait référence aussi à des événements qui sont réellement arrivés en Indochine. Voilà, il y a un côté à la fois très ancré dans le réel, mais en même temps très imaginaire qui te transporte. Ouais, je pense que c'est ça vraiment qui m'a plu, à la fois ce côté récit d'aventure qui n'oublie pas d'avoir les pieds sur terre. Donc on rappelle, série Théodore Poussin de Franck Le Gall, t'as dit c'est en 13 tomes? 13 tomes pour le moment. 13 tomes pour le moment, oui, puisque ça continue. Voilà. Ça a été réédité d'ailleurs récemment chez Dupuis sous la forme de recueil. Parce que comme je disais, en fait, il y a plusieurs cycles dans la série. Et notamment le tout premier cycle, les 6 premiers tomes, a été réédité en deux albums reliés. Puis ensuite, ça va être en fait, ils ont recompacté parfois un seul album, parfois 2 albums, parfois 3 albums. Donc c'est assez facile à se procurer. En plus, c'est des très belles éditions, les nouvelles. Moi, j'ai encore les vieilles de chez Repérage. J'ai hésité à m'acheter les nouvelles, elles sont vraiment très très belles. En plus, couverture mate, avec reliure brochée. Enfin, c'est superbe. D'accord. Bon, puisque l'auteur est encore de ce monde, on espère qu'il tombera sur cette chronique, et que, chers auditeurs, cette petite chronique vous aura plu, et que notre ami Olivier vous aura donné envie de découvrir cette série. En tout cas, tu as réussi avec moi, puisque moi qui suis un fan absolu, Hugo Pratt, Corto Maltese, etc. Moi, les récits de voyage, ça m'intéresse aussi beaucoup. Donc n'hésitez pas à nous dire, chers auditeurs, si vous connaissez déjà cette série, si elle vous plaît également, et si vous avez d'autres idées pour les chroniques qui suivront. Olivier, merci. Merci à toi, FX. Et puis on se retrouvera pour une prochaine chronique sur un autre sujet. Avec grand plaisir. Chers auditeurs, vous connaissez la petite musique. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, et comme je l'ai dit, à nous suggérer des idées pour des chroniques à venir. En attendant, la vie commence toujours demain. Lisez des BD et haut les cœurs. Dakar, Buenos Aires, Shanghai. Autant de noms magiques qui font naître dans l'esprit du jeune sédentaire une curiosité, un désir de connaître fort légitime. Et quand ces noms, et beaucoup d'autres, se présentent journellement à ses yeux, quand il les écrit à répétition sur des connaissements et des manifestes, parce que le hasard l'a placé dans le bureau de fret, une grande compagnie de navigation, alors ce désir devient irrésistible. L'envie de voyager me tenait à tel point que je m'en étais ouvert à mon supérieur. C'est pourquoi, quand ce jour de décembre 27, il m'annonça que j'embarquais le 2 janvier sur le cap Padaran, à destination d'Indochine, je ne saurais dire qui, de lui ou de moi, était le plus joyeux. Je vais partir pour la première fois de ma vie, et pour un long voyage. Je salue en passant le vieux Leugenard, le beffroi, les clochers flamands. Je salue la cité de Jean Bart.
En vous quittant, je vous laisse beaucoup de moi.